Donc, bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette table ronde. Peut-être avant de continuer à parler en français, je vais d'abord dire quelques informations techniques en anglais pour nos éditeurs et auditrices qui devraient avoir besoin de la traduction. So, as I was saying, before we begin, I would like to share with you some technical information to assure that everyone can understand us. So the symposium and this roundtable will be conducted in French, but we have simultaneous translation. If you have the latest version of Zoom, you should see a globe labeled interpretation next to the leave button at the bottom right of your Zoom window. When you click on that, you should see the option for French or English interpretation, and you can also choose to mute the original audio. And if you don't have the latest version of Zoom, it's very easy to check and update. Go to zoom.com on your menu bar and then check updates and follow through. It only takes a couple of minutes. So yeah, let's go back to French now. Donc, comme je le disais, bonjour à tous et à tous. Je m'appelle Liliane Moubdiayi et je suis coordinatrice de la recherche chez Avocats sans frontières. Donc, avec ma collègue Ama Edo, qui est dans la table ronde qui porte sur la gestion du passé colonial de la Grande-Bretagne, nous vous souhaitons la bienvenue à cette table ronde. Cette table ronde, je voudrais juste donner une courte introduction pour faire le lien avec les deux premières journées précédentes et surtout avec les autres panels qui vont suivre demain et après-demain. Donc, l'objectif de cette conférence intitulée Faire face Justice Now, point d'interrogation, faire face au passé colonial de l'Europe après le mouvement Black Lives Matter, et de se demander et d'examiner dans quelle mesure le moment actuel offre des opportunités pour appuyer les combats contre les inégalités raciales et les combats relatifs à la gestion du passé colonial dans plusieurs Européens. Et l'examen de ces opportunités, l'analyse de ces opportunités qui se présentent, se fait à travers plusieurs regards. D'une part, en regardant les différents contextes. Depuis lundi, on a pu examiner ces opportunités aux États-Unis, en France, dans les Caraïbes, et on va aussi le voir dans plusieurs tables rondes à travers plusieurs pays africains. Mais l'idée aussi de demander dans quelle mesure, si on regarde les différents champs, donc que ce soit le champ artistique, le champ des relations internationales, le champ de l'éducation, de la culture, on a effectivement affaire à des nouveaux leviers. Donc ça, c'est un peu le fil conducteur ou les questions qui nous préoccupent tout au long de ces différentes journées. Et avec ces différentes tables rondes, on a eu la volonté de se dire, effectivement, il y a des opportunités, mais peut-être qu'elles sont différentes dans chaque contexte. Et pour la table ronde qui concerne le passé colonial de la France, par exemple, on a pu entendre lundi certains intervenants comme Mme Fatou ou Malcolm Ferdinand qui disaient cet été, en fait, on a eu de l'espoir. Il y a une lueur d'espoir parce qu'on pensait que la manière, qu'on était en tournant, mais quand on a vu la trajectoire de ces questions et de ce débat en France au cours des derniers mois, on a plutôt affaire à une douche froide ou à des réactions extrêmement hostiles du gouvernement. Et donc, du coup, voilà, l'idée aussi d'inscrire ce débat dans un contexte spécifique, c'est aussi de comprendre mieux les dynamiques nationales et de dire peut-être qu'il y a des opportunités ou peut-être qu'elles sont présentes à un moment, mais que le regard, les choses sont en train de changer. Et donc, c'est dans ce contexte qu'on a voulu, qu'on a invité des intervenants. Je vais laisser la parole à Abdelali Ajat, qui est prof de sociologie à l'Université libre de Bruxelles, animer ce débat et en tout cas, voilà, nous faire comprendre, nous permettre de comprendre plutôt quels sont les enjeux sur cette question qui concerne le passé colonial de la France, quelles sont les différentes
les différents leviers, compte tenu du fait que voilà, on a des personnes qui sont dans le panel qui sont en France, d'autres qui sont dans d'autres pays, que ce soit donc la Tunisie ou l'Algérie, c'est des anciennes colonies ou anciens protectorats. Voilà, je vous remercie. Vous pouvez poser vos questions dans le Q&A, enfin questions-réponses, le petit, enfin en dessous sur Zoom, et au fur et à mesure, je les transmettrai à Abdelali. Voilà, merci. Merci Liliane et merci Ama pour l'invitation. Donc, je vais jouer le rôle de modérateur de ce panel sur le passé colonial de la France. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur la manière de faire face au passé colonial français, passé colonial et esclavagiste. Mais vu qu'on a peu de temps et que donc on a des intervenantes de qualité qui pourra développer longuement sur plein de dimensions de cette question, on a convenu ensemble de se focaliser sur une question particulière qui est la question des réparations. Qu'est-ce qu'on entend exactement par les réparations? Comment est-ce qu'on peut définir ce terme? Comment articuler cette notion avec la notion de justice raciale? Comment on doit parler? Qu'est-ce qui doit être réparé? Qui doit bénéficier de la réparation? Donc, c'est un peu autour de cette question-là que je souhaite orienter la discussion. Et donc, pour participer à la discussion, j'ai, pas moi, mais donc, les organisatrices du colloque ont invité donc 4 intervenantes que je vais rapidement présenter par ordre alphabétique. Donc, d'abord, Nordine Amara, qui est historien, auteur d'une thèse intitulée « Faire la France en Algérie, émigration algérienne, mésusage du nom et conflits de nationalité dans le monde », de la chute d'Alger aux années 1930. Donc, il est actuellement Research Fellow à l'université de Yale, donc à la Law School de Yale. Et donc, il a rédigé en janvier 2021 un article sur le rapport qui a été remis par Benjamin Stora au président Macron, qui est intitulé « Les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d'Algérie ». Donc, il a un point de vue critique sur cette politique mémorielle promue par le rapport Stora. Donc, on aura l'occasion d'en parler. Notre invité donc, est Sihem Bensedrine, donc, qui est journaliste, écrivaine, une figure très importante de la lutte pour les droits humains en Tunisie, dans la mesure où, sous la dictature de Ben Ali, elle a été une des grandes opposantes au régime. Et pour cela, elle a subi une série de persécutions, elle a été emprisonnée, fait l'objet de campagnes de dénigrement. Et pendant et après la Révolution, elle a aussi joué un rôle important pour promouvoir les droits humains. Et donc, parmi les différentes activités qu'elle a eues dans la période post-révolutionnaire, donc elle a été présidente donc entre juin 2014 et décembre 2018 de l'instance Vérité et Dignité, donc qui est une instance qui a mis en œuvre une loi sur la justice transitionnelle en Tunisie et qui a publié un rapport vraiment très intéressant, très complet, qui aborde la question de la violation des droits humains et qui comprend notamment, pas seulement, mais notamment des recommandations sur la question des réparations des crimes coloniaux. Donc là, on a aussi du coup, l'occasion de discuter de la perspective tunisienne sur cette question. Ensuite, on a Fania Noël, qui est militante afroféministe et membre du collectif afroféministe Moissy et de la coordination Action Autonome Noire. Elle est aussi doctorante en sociologie à la New School for Social Research à New York. Et donc, depuis 2015, elle est directrice de publication de la revue politique sur l'intersectionnalité Assiégée. En 2015, elle a co-organisé avec la militante Siham Azbag le camp d'été décolonial, le fameux. En 2019, son manifeste a été publié, donc Afro-communautaire, appartenir à nous-mêmes, qui est paru aux éditions de Sileps. Et depuis l'automne 2020, elle est la responsable éditoriale de Kizu Studio, donc le studio de podcast créé par Moissy et Cannes. Et enfin, on a Maboula Soumaoro, qui est maîtresse de conférence à l'université de Tours en civilisation du monde anglophone. Donc, elle est spécialisée en études afro-américaines et sur la diaspora noire africaine. De 2013 à 2016, elle a été membre du Comité national pour l'histoire et la mémoire de l'esclavage,
qui a changé, donc qui est devenue à partir de 2019 la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, à laquelle vous ne faites pas partie, je ne crois pas, Maboula. Donc, ce sera peut-être aussi l'occasion de discuter de ce genre d'institution. Et donc, elle a présidé l'association Black History Month, et qui est dédiée à la célébration de l'histoire et des cultures du monde noir. Et elle est l'auteur du très bon livre, donc le Triangle et l'Hexagone, réflexion sur une identité noire, publié aux éditions La Découverte en 2020. Donc voilà pour les présentations. J'espère ne pas avoir fait de fausses présentations. Et j'aimerais commencer la discussion sur la signification de la notion de réparation. Et en quoi est-ce qu'elle peut s'articuler avec la notion de justice raciale. Et donc, je pose la question d'abord à Maboula Soumaro. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu quelle est ta vision de cette notion de réparation? Alors, je te remercie, Abdelali. Merci. Oh, excusez-moi, j'ai fait tomber ma... Pardon. Je suis en train de détruire le bureau. Donc, je reprends. Merci, Abdelali, pour cette présentation. Et merci, Liliane, et toute l'équipe d'organisation pour cette belle invitation qui va nous encourager, j'espère, à réfléchir collectivement sur les grandes questions du moment, qui ne sont aucunement, évidemment, je pense qu'on sera tous d'accord sur ce fait. Ce ne sont pas des questions nouvelles, ce sont des questions qui précèdent et l'année 2020 et cette explosion Black Lives Matter à l'échelle mondiale. Donc, pour revenir plus précisément à la première question posée par Abdelali, pour moi, la notion de réparation est une notion qui se déploie à plusieurs niveaux et qui implique une prise en compte de la réalité historique et de la réalité du poids historique sur notre présent. Donc, c'est vraiment une notion qui nous pousse à faire des va-et-vient entre passé et présent, des va-et-vient aussi à un niveau géographique. Si on parle depuis la France, et notamment généralement depuis la France hexagonale, on laisse de côté toute une partie de la France historique et géographique qui se passe, qui se déroule en dehors de l'année 2020, en dehors même du 21e siècle et en dehors du continent européen. Et je pense que c'est cette dichotomie, cette division, qu'elle soit géographique et historique, qui peut nourrir cette réflexion sur la notion de réparation. Donc j'ai commencé par cette question de réparation en tant que qui suppose un préalable, c'est-à-dire un regard franc, un regard fouillé, un regard nécessairement complexe sur une histoire, des histoires et sur des géographies différentes. Et c'est seulement à partir de ce moment-là, une fois qu'on aura jugé de la manière la plus juste, qu'on espère, la plus juste possible, la plus égalitaire possible, qu'on pourra essayer de déjà accepter que la réparation est une nécessité, parce qu'il faut d'abord se mettre d'accord sur ce point. Certains pensent, et nombreux sont ceux qui pensent qu'il n'y a nul besoin de réparation. Mais en tout cas, il faudrait étudier, comprendre ce passé, ces géographies pour se dire qu'il faut une réparation. Et ensuite, seulement, on pourra réfléchir aux modalités, aux formes, aux diverses formes que pourrait prendre cette question des réparations qui, souvent, lorsqu'elle est discutée, en tout cas dans la sphère publique, je finirai là, on pense souvent des réparations financières. Voilà, c'est juste la question financière, alors qu'il y a d'autres modalités. Voilà. Donc, c'est ce que je pourrais dire en introduction. Désolée d'avoir été déjà trop long. Je rebondis par rapport à ce que tu as dit sur le discours historique, le fait de reconnaître les crimes coloniaux. Il y a un élément qui a été critiqué dans le rapport de Benjamin Stora et que Nordine, tu as évoqué. Est-ce que tu pourrais rebondir par rapport à cette question sur l'enjeu finalement du récit de l'histoire et une dimension très importante pour que cette notion de réparation soit vraiment actualisée? J'ai 3 heures pour ça, c'est ça? Non. Quelques minutes. Je vais faire court, mais effectivement, je vais peut-être partir déjà, bonjour à tout le monde et merci de l'invitation. Je vais partir du dernier communiqué de l'Élysée concernant notre histoire coloniale et la reconnaissance du meurtre de Ali Boumendjel. Et la question que j'ai envie de poser, c'est à qui s'adresse cette réparation si on considère que le communiqué par dépêche AFP se suffit pour réparation d'un crime d'État? Et finalement,
j'ai envie de présenter l'idée comme il faudrait lire ce communiqué comme une performance de l'État, en ce sens où, de mon point de vue, on en arrive à une situation particulière où l'acte même de reconnaissance, produit de l'effacement, efface le crime. C'est-à-dire que si vous regardez ce qu'on est en train de dire actuellement sur le crime d'État de Ali Boumedienne pendant la guerre de libération nationale, on parle davantage de la reconnaissance que du crime. Et la question, c'est, premièrement, je pense qu'effectivement, la reconnaissance du meurtre, elle est due d'abord à la famille, mais Ali Boumedienne ne s'est pas engagé pour simplement défendre la famille, il s'est engagé pour l'indépendance de l'Algérie. Et je pense qu'il y a toute cette dimension de liberté, d'engagement pour la liberté, pour la question de l'égalité également, une égalité qui ne pouvait se faire que par un affranchissement de la tutelle coloniale française, elle est évacuée de cette reconnaissance-là. Il y a, si vous comparez les deux reconnaissances, celle faite pour Maurice Podin et celle faite pour Ali Boumedienne, elles ne sont pas de même portée, elles ne sont pas de même nature. Et l'acte même, cette performance de la reconnaissance, elle dresse encore une ligne de partage entre finalement les personnes et les victimes. Et enfin, pour faire court, je pense que j'aurais à revenir sur cette question de réussite, parce qu'elle me semble fondamentale, c'est si on se déplace du côté des principes généraux du droit, on est dans une situation quand même assez exceptionnelle où l'aveu du crime disculperait l'auteur qui le commet. Et la question, c'est pourquoi ce qui ne fonctionnerait pas pour des individus fonctionnerait pour l'État. Parce qu'on en est encore finalement à une raison d'État, où l'État est son propre juge et où il décide de l'instance compétente où pourrait se régler et se vider cette question en suspens, qui est la question de la justice. Et ce que j'ai envie de dire, et peut-être ouvrir le débat, mais pas que sur cette question-là, il me semble que dans cette question de la réparation, avant d'entamer la question, comme l'a dit Maboulad, de la nature des réparations, de ses modalités, je pense que la première bataille à mener, c'est la bataille du récit. Pourquoi, par exemple, si je prends le cas de l'Algérie, l'histoire de la colonisation comme crime contre l'humanité n'est pas un récit efficace et convaincant. Parce que finalement, ce n'est pas quelque chose qui fait unanimité, parce que quand on entend de ci, de là, et notamment ce qu'on peut lire aussi à travers le rapport de Stora, en tout cas c'est comme ça que moi je le lis, c'est qu'on a toujours cette idée que ce n'est pas un mal radical, et que en dépit de la guerre de conquête, il y aurait un peu, si vous voulez, une compensation du mal par les œuvres qui auraient été réalisées. Ouais. Et justement, sur la question le fait d'avouer suffirait, entre guillemets, à ce que finalement le passé soit réglé, entre guillemets. C'est une question qui s'est posée dans le cadre de l'institution que vous avez présidée, SIEM, donc l'instance Vérité et Dignité. Et comment est-ce que vous avez abordé cette question d'un point de vue tunisien, donc la question des réparations par rapport aux crimes qui ont été commis par la colonisation française? Bonjour à toutes et à tous, pour ceux qui ont rejoint tout à l'heure. Je voulais simplement dire une chose, en prenant toujours l'exemple de la France et du rapport Stora et de ce que vient de dire Noureddine maintenant, la France refuse jusqu'à présent de confier à une institution indépendante le traitement de ce contentieux qui est très très fort, qui est multidimensionnel. Et le fait de le laisser à l'Élysée, ça signifie qu'on veut en faire un instrument politique. Voilà, on veut faire un rapprochement avec l'Algérie. Voilà, moi, le président de la République, je fais pas des excuses, je fais un rapport Stora. Et ce que je voudrais relever dans le rapport Stora, pour comprendre un peu ce qu'il propose, et je reviens tout de suite à la Tunisie, en fait, Stora nous dit quoi? On va reconnaître, par le biais de la mémoire, par le biais du récit historique, mais il n'y a aucune conséquence à la reconnaissance du crime. Il n'y a pas de conséquence. C'est comme si on venait traiter devant un tribunal de justice un crime, et on va dire, puisque le tribunal est en train de statuer, c'est en soi suffisant, et donc il doit y avoir aucune conséquence, c'est-à-dire ni condamnation, ni rien du tout. Et donc il n'y a pas de conséquence à l'acte criminel. Et c'est ça
par où le bas blesse dans le rapport Stora. C'est là où il y a la faille. Et donc, la réponse de Nourdine, moi je la partage, c'est pas comme ça qu'on fait de la réparation. Et réparation, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a reconnu qu'il y a un acte criminel ou un préjudice ou une violation, on l'a reconnu. Mais on refuse d'en délimiter les contours et surtout, on refuse d'en tirer les conséquences. Pourquoi? Parce que vous savez, il n'y a pas de machine à remonter le temps. On ne peut pas effacer tout le mal qu'on a commis dans les pays coloniaux. Il n'y a pas de gomme qui efface ça. Il n'y a aucune réparation qui peut être à la hauteur du préjudice subi. Les vies parties, les douleurs, les pays qui ont été dévastés, mis dans des situations moyenâgeuses, alors que je prends l'exemple de l'Algérie, c'est quand même un pays qui a été détruit pas simplement sur le plan social et économique, mais culturel. Et dites-moi comment on répare ça. Il n'y a pas en fait d'outil de réparation au sens strict du terme, autant où quand on fait un accident de la route, il y a une réparation technique concernant l'acte. Mais le plus important que je souhaite relever par rapport à ça, c'est que quand on décide de remédier, donc de réparer au préjudice qu'on a reconnu avoir existé, il y a une conséquence pour ces pays, anciennes colonies, et peut-être toujours colonies, une conséquence financière. Et l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est là. On va bien reconnaître, mais il n'y aura pas de conséquences financières parce que dès le moment où on parle de réparation, ça va se traduire par les demandes. En 2 mots, qu'a demandé la Tunisie par rapport à la France? 1, excuse. 2, restitution. 3, effacement de la dette. Parce que ce que nous lègue ce lien colonial, c'est une énorme dette qui empêche, oui, j'arrête, qui empêche justement de rebondir, de se développer. Mais je reviendrai à ça parce que c'est très important, le lien finance et conséquences économiques. Ouais. Du coup, je rebondis par rapport à ce que tu as dit pour poser aussi la même question en fait, à Fania, de ton point de vue. Est-ce que la manière de donc, les réparations ont été définies par les intervenants précédents te convainc? Comment est-ce que toi, les gens qui sont autour de toi, donc tu ne donnes pas le point de vue de ton organisation, donc ton point de vue personnel, tu penses en fait cette question-là? Moi, je pense que, enfin, en tant que, comme je travaille sur beaucoup le panafricanisme, mais aussi en tant que militante, ce que je vois, c'est la tension il y a en fait dans les enjeux de définition, il y a une tension entre ce que ça représente les réparations, dans ce que Nordine a dit, dans ce que Siam a dit, dans ce que Maboula a dit, comme s'il y avait une performance de « oh, on reconnaît, mais ça n'implique rien, ça n'implique aucune matérialité ». Et pour moi, ça traduit la tension qu'il y a entre les intérêts ou les enjeux des dites minorités en France, qui sont français, par exemple des Noirs, Arabes, Asiatiques, Roms qui sont français, à qui ce genre de posture donne quelque chose, on reconnaît quelque chose, on reconnaît, et la loi Taubira est dans la reconnaissance également, donc ça leur donne quelque chose, et il y a une tension entre ça et leurs intérêts d'assimilation, d'intégration, de reconnaissance, d'identité compliquée, et la tension est avec les intérêts objectifs d'États-nations comme Haïti, le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, qui n'a pas besoin de ça, de juste les mots et de se sentir inclus, intégrés parce qu'ils sont français, mais qui a besoin, comme État-nation, de choses structurelles de son intérêt objectif en tant qu'État-nation. Donc, il y a là une tension et différents niveaux d'analyse parce qu'on va voir que ces performances faites par l'État sur la réparation, sur on reconnaît ce crime, on dit l'esclavage c'est un crime contre l'humanité, et embrassées par une partie des personnes qui sont françaises, issues de l'immigration post-coloniale comme une avancée, alors que dans le même temps, ils sont dénoncés par les personnes qui sont
qui n'ont que l'autre nationalité, d'autres États-nations issus de cette colonisation qui demandent de la matérialité. Et on a vu que dans le rapport même de personnes vues comme progressistes en France, à cette question, il y a un rapport toujours paternaliste et colonialiste. Par exemple, Madame Taubira, en 2013, quand elle faisait sa proposition sur la dette haïtienne, parce que contrairement à ce que disait Siam, nous, ce n'est pas une dette qui est laissée, mais c'est une dette, un vol qui a été fait. Donc, on demande le remboursement de ce vol. Mais elle proposait qu'un fonds soit créé pour l'éducation, la santé, et que ce fonds soit géré par des personnalités haïtiennes. C'est-à-dire que même dans ces propositions progressistes, on voit le paternalisme de dire « Ah ben en fait, de la même façon, les mêmes discours sur le fait qu'on ne va pas rendre des œuvres d'art parce qu'ils n'ont pas de structure, des œuvres d'art qui ont été volées, qui vivaient leur vie dans l'espace public paisiblement, mais maintenant, ils n'ont pas de structure, donc c'est pour ça qu'on les garde au Louvre. Là, on dit on ne peut pas leur rendre l'argent parce que vraiment, leur gouvernement, il est corrompu, ils n'ont pas un vrai gouvernement, donc on va créer un fonds qui sera géré par des gens qu'on aura choisis. Mais le problème, c'est non, vous rendez l'argent à l'État haïtien est ce qu'il est, l'État français est ce qu'il est, et ce sont des États-nations qui peuvent gérer, même leurs mauvaises décisions leur appartiennent. Et c'est ça l'indépendance et l'autonomie, c'est que même nos mauvaises décisions nous appartiennent et n'ont pas besoin d'être régulées. Donc on voit cette tension entre même les volontés dites progressistes, dites anticoloniales, dites comme ça, venant des marges du centre, sont toujours en conversation dans un rapport paternaliste et néocolonial avec les marges, les anciennes marges, qui essayent de créer un nouveau centre. De ce que je retiens de ce que vous avez dit, c'est que, en gros, il y a d'un côté ceux qui sont dans une logique de déni, donc c'est une composante quand même importante des élites françaises, de déni des crimes coloniaux, donc il y a toute une logique de nostalgie, de réhabilitation de la colonisation, donc, et ce courant qui pouvait être considéré uniquement d'extrême droite devient de plus en plus important dans l'espace public français. Et puis, il y a des composantes des élites françaises qui sont dans les logiques de reconnaissance de ce passé colonial, mais je pourrais dire c'est une sorte de reconnaissance sous condition. Une reconnaissance sous condition de l'intégration, entre guillemets, des populations postcoloniales, voilà, sur le territoire français, ou sous condition de relations bilatérales avantageuses entre la France et l'Algérie, la France et la Tunisie, etc. Et donc là, du coup, on est dans un contexte qui n'est pas très favorable à l'avancée des revendications de réparation, mais disons qu'on soit dans un monde idéal. Disons que ce serait possible, voilà, d'avancer sur cette question-là. Comment est-ce que vous verriez les choses en termes pratiques, en termes justement de conséquences, en termes institutionnels, d'une véritable justice fondée sur la réparation? Qu'est-ce que ce serait exactement? Et donc là, je rebondis par rapport à ce que tu disais, Siham, tout à l'heure, avec la proposition la question financière. Donc, comment est-ce que toi, tu vois les choses par rapport à ça, et comment est-ce que l'instance que tu avais présidée avait envisagé les choses? Alors, Abdelali, nous, notre mandat commençait en 1955 et se termine en 2013, donc les violations commises dans cette période-là. Et la période coloniale en Tunisie, elle commence en 1888 et logiquement, elle se termine en 1956, c'est-à-dire au moment de l'indépendance de la Tunisie. Mais comme notre mandat, c'est une année avant, au moment de l'autonomie interne, donc ça nous a permis de couvrir cette période-là. Il se trouve que la France, à l'époque, a inventé un nouveau concept qui s'appelle la co-souveraineté. C'est-à-dire que l'État tunisien, c'est un double État en fait, c'est pas un seul. La souveraineté tunisienne et la souveraineté française qui s'enchevêtraient et qui dirigeaient le pays. Et sur cette base, la France s'est autorisée des territoires entiers de la Tunisie, notamment sur la zone frontalière de l'Algérie, parce qu'à ce moment-là, il y avait la guerre avec
le FLN, donc les Algériens qui demandaient leur indépendance. Et donc, il fallait que la France continue de surveiller cette zone frontalière, et elle a considéré que ce territoire-là était son territoire et la Tunisie n'avait pas de souveraineté là-dessus. Et donc, il y a eu, pendant la période où nous étions supposés être indépendants, il y a eu 7000 victimes de personnes qui sont décédées du fait des bombardements, des assassinats ciblés, des guerres Bizerte, où le président de la France, Charles de Gaulle, a dit frapper vite et fort, et ils ont frappé très vite et fort. Ils ont commis toutes les violations, ils ont brûlé au napalm des cités entières, ils ont tué des civils, et les chiffres que je cite, c'est les civils, hein, ce n'est pas les militaires. Les militaires, on ne les compte pas parce qu'on considère que, bon, quand on est en guerre, on est en guerre. En tout cas, ce qui est important de noter, c'est que l'impact de ces violations, il y a un impact de droits humains, que j'ai dit rapidement, c'est toutes les violations commises. Il y a un impact économique. L'impact économique, en fait, il est le plus lourd. Pourquoi? Parce qu'il hypothèque le futur. Nos morts, on peut les enterrer, on peut faire des monuments aux martyrs, on peut faire tout ce qu'on veut, mais on ne les ressuscite pas, ça c'est clair. Par contre, l'avenir de nos enfants, le futur du pays, quand on l'hypothèque, en fait, on est en train de tuer les générations futures. C'est en cela que l'histoire du traitement du passé colonial, c'est une histoire de futur, ce n'est pas une histoire de passé, parce qu'elle met en œuvre tout ce qui concerne le développement. Or, pour le développement, en 2 mots, tu m'arrêteras si j'ai dépassé mon temps, Abdelali, il y a le jour où ils sont partis, ils ont multiplié par 25 notre dette, et comme on n'avait pas d'argent, la dette, c'était quoi? C'était des crédits fournis par la puissance coloniale, qui s'est autorisé un néocolonialisme assez dur, et qui a justement empêché le décollage de la Tunisie sur le plan économique. Il a empêché le développement des structures de droits humains, enfin des droits élémentaires et fondamentaux des citoyens tunisiens. Et tout cela, ça se traduit justement en une facture que nous sommes aujourd'hui encore en train de payer. Et il y a un point que je souhaiterais soulever, mais je reviendrai peut-être, c'est que hier, le Conseil des droits de l'homme, qui est en session aujourd'hui, enfin depuis un petit moment, mais hier, il a voté une résolution extrêmement importante. Je reviendrai dessus. Ouais. Par rapport à ce que dit Siham, Maboula, qu'est-ce que ce serait, voilà, des réparations conséquentes exactement? Alors, pour te répondre, Abdelali, en vérité, moi, je pense que la question des réparations, la question de la réparation, qu'on utilise le terme au pluriel et au singulier, c'est une question extrêmement difficile et extrêmement complexe. Elle est complexe parce que, à mes yeux en tout cas, si on veut fondamentalement réparer, pour moi, la réparation, c'est la révolution. La réparation, c'est tout simplement envisager un monde nouveau et des interactions entre entités politiques nouvelles et des interactions au sein des sociétés dans lesquelles nous évoluons. Donc, en cela, moi, je ne vois pas les réparations arriver très rapidement, mais il faut bien sûr les construire. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle de dette, quand on parle de l'aspect économique, on parle en vérité du fonctionnement même du capitalisme. Et cette mise en place du capitalisme, on sait très bien à quelle période historique elle doit être liée. Donc, en vérité, même si on annule des dettes, même si on rend l'argent volé à Haïti, enfin les Français diraient qu'ils n'ont pas volé, ils ont juste réussi à forcer Haïti à donner cette dette de guerre qui n'a aucun sens, en tout cas dans les échanges et dans les réparations militaires. En tout cas, le vainqueur ne donne jamais d'argent au vaincu. Donc, même si on parle de dette et qu'on se concentre sur cette question financière, ça ne sert à rien de donner de l'argent à des États-nations qui ne seront pas à égalité avec les autres États-nations qui sont en position dominante. Donc, même si on donne de l'argent, mais que l'argent ne redistribue pas les cartes économiques internationales, eh ben, ce système-là, et ce système notamment capitaliste, il n'évoluera pas. Donc, pour moi, la réparation, c'est vraiment le fait d'envisager
un monde nouveau avec des interactions, notamment financières, de type nouveau, où on n'a pas besoin d'avoir des riches et des pauvres, on n'a pas besoin d'avoir des créditeurs et des débiteurs, on n'a pas besoin d'avoir des populations marginalisées, exclues, pour que d'autres soient dominantes et comment dire, je ne sais pas moi, riches ou en tout cas aisées financièrement. Pour moi, la réparation, c'est la révolution. La réparation, c'est la révolution totale, c'est-à-dire un monde qui fonctionnerait complètement différemment. Complètement différemment. Donc, en cela, j'accepte la difficulté de la tâche. Ouais, je vois. Pas la Est-ce réforme. que, Pas la ouais. réforme, c'est la Donc, révolution. du coup, ouais. Fania, est-ce que tu partages ce point de vue? Est-ce que une réparation, c'est réforme, révolution? Bah, bon, ça sera un grand débat sur Non. la position entre les deux, d'un point de vue idéologique. Mais En fait, je ne sais pas, peut-être ça peut être Excuse-moi, une étape. si je peux juste un instant, vas-y. juste Sonia Blanquet. Ça ne veut pas dire, comme j'envisage, je désire la révolution, ça ne veut pas dire que je ne me contenterai pas des réformes en attendant. Bien sûr, bien sûr. Bien, voilà. On l'a bien compris. D'accord. Je ne sais pas, peut-être ça peut être un point d'étape, parce que je pense que après la révolution, les grands soirs, où le processus continue, qui est une révolution sur le long terme, peut-être que ce ne sera plus la réparation la question, mais comment on transforme de la justice, on fait de la justice transformative à grande échelle. Mais peut-être la réparation, ça peut être vu comme un genre de point d'étape, non, moins pour poser la question de la restitution de l'argent, des moyens financiers, même si c'est important, mais il y a quelque chose que ce soit l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, de la fabrication, comme dirait Saïda Hartman, de la fabrication de l'histoire, de la fabrication d'un mensonge à grande échelle, d'explications qui viennent après coup, d'une linéarité et de quelque chose d'assez naturalisant. Donc, je pense qu'il y a la question de la fabrication, la question de l'idéologie, la question de la naturalisation de l'idéologie, de la domination, de l'exploitation et de la captation de ressources comme allant de soi, comme il n'y avait que ça qui était possible, qui doit être posée en question. Donc, je pense que rien qu'avoir la discussion sur les réparations, arriver à obtenir des réparations, ça permet d'ouvrir les horizons politiques disponibles. Donc, moi, je pense que les réparations, c'est un objectif, mais ça ne peut pas être un objectif en soi final ou terminal, mais vraiment une fin en soi, mais qui permet d'ouvrir les horizons politiques. Et avec l'avancée du libertarisme autoritaire, néofascisme et du néolibéralisme, on a vraiment, vraiment besoin d'ouvrir les horizons possibles, parce que c'est ce discours constant qu'on a qu'on doit s'adapter, qu'il n'y a pas de choix, il n'y a que l'adaptation, c'est la seule chose. Ça restreint, ça réduit les imaginaires possibles, les imaginaires radicaux de changement politique, de mobilisation, mais aussi qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une expérience humaine et qu'est-ce que ça veut dire de vivre en collectivité, en dehors des rapports d'échange économique et, comme disait Maboula, de domination et de lutte des places et de positionnement. Ouais. Je rebondis là-dessus, sur la question de l'imaginaire, et c'était une des choses qui était évoquée par Nourdine dans ton intervention de tout à l'heure. Du coup, je me posais la question si en Algérie, cette question des réparations, c'était un enjeu qui était présent et qui relève de la dimension financière, la dimension économique. Donc, il y a un mouvement révolutionnaire qui est en train de se produire. Est-ce que c'est un enjeu actuellement dans les rues algériennes? Disons que c'est de ce que je peux en voir et de ce que j'ai pu en entendre, c'est la question de la réparation, de qu'est-ce qu'on peut demander et qu'est-ce qu'on a le droit de demander, et extrêmement apprécié. Alors, je suis d'accord, moi je signe tout de suite pour la révolution des rapports au monde, il n'y a aucun souci là-dessus, mais j'ai bien envie de dire que j'ai envie de réclamer tout de suite. Alors, peut-être qu'il faudrait que j'explique cette formule, parce que je pense qu'il faudrait qu'en 2021, c'est ça, je ne me trompe pas, il faudrait qu'on sache que nous ne sommes plus à l'époque au cours de laquelle on figurait parmi ceux pour qui le temps comptait peu en réalité. Et je pense que cette question du temps
réparation et de pour qui et pour quand on fait la réparation est aussi fondamentale. Mais je me demande s'il n'est pas nécessaire de sortir d'une relation d'État à État pour porter cette question de la réparation. Je ne pense pas qu'il faille qu'elle soit portée par l'État, mais je pense qu'il faille des initiatives individuelles, où ce sont des sujets de droit qui portent cette question-là. Pourquoi ? Parce qu'il me semble que si on en reste à une question d'État à État, on reste justement prisonnier des idéologies qui vont empêcher à cette question de réparation d'être pensée comme juste et possible, comme légitime. Je m'explique. Maintenant, si on prend le cas de l'Algérie, c'est ce que je disais sur cet imaginaire national et cette illusion de ce que j'appelle moi cette mystification de l'Algérie française, qui a été une fiction juridique efficace, mais il va avoir une sorte de proposition historiographique ou historique qui serait de dire que, et certains le disent, mais avec conviction, mais parce que, avec honneur, j'ai même envie de dire, que l'indépendance aurait été un solde pour tout compte. Que notre réparation, c'est l'indépendance. La réparation, c'est l'indépendance. Ouais. Il faut entendre ça aussi. Mais l'autre versant de cette question-là, c'est de dire que finalement, il y aurait une théorie implicite portée par ses adversaires de l'indépendance comme légitime, c'est de dire qu'il y a une sorte de consolation mutuelle, où les peines des uns effaceraient les peines des autres. Et quelle est la peine des uns qui effacerait la peine des autres? C'est ce qu'on appelle la tragédie de Pied Noir, l'exode de l'Algérie, et qui compenserait, si vous voulez, le mal de la conquête coloniale. Donc on est dans cette idéologie des souffrances équivalentes, sans se donner le moyen d'objectiver les violences et les dynamiques historiques qui les sous-tendent. Donc c'est pour ça que je pense qu'à mon avis, si question de réparation, elle doit être pensée de manière très pragmatique, et pour changer, je vais emprunter à la théorie libérale économique, l'offre crée la demande. C'est-à-dire que si on offre les outils qui permettent aux individus de porter cette question de la réparation, je pense qu'il y aurait des initiatives qui pourraient ensuite engager un débat d'une autre manière et qui pourraient porter ces questions-là de manière beaucoup plus efficace qu'on ne pourrait le faire d'une relation d'État à État. Justement, tu as évoqué la notion d'outils et je crois, Sihem, que par rapport aux instruments internationaux disponibles pour cette question de réparation, c'était un des éléments de ta réflexion. Je ne sais pas si tu pourrais revenir sur même la dimension juridique qui est centrale dans le travail que tu as réalisé sur cette question. Sihem, tu m'entends? Ah bon, Ouais. oui, maintenant oui, parce qu'il y a une coupure, je n'ai pas entendu la question. Ah, ok. Si Donc, tu en peux fait, me la résumer. donc je disais que donc Nourdine parlait des questions des outils et de l'offre en fait, Oui. rendant disponible là dans les rues algériennes pour que cette question soit posée. Et il me semble qu'en Tunisie, cette question des réparations elle a fait l'objet du coup d'une discussion dans le cadre de l'instance que tu as présidée et que tu as réfléchi sur la question des instruments internationaux, instruments juridiques à disposition Oui, qui peuvent être mobilisés absolument. pour ça. Voilà. Absolument, parce que les amis qui viennent de parler mettent en opposition la démarche étatique, donc le porte-parole d'une nation, et la société civile. Moi, je dirais qu'elles se nourrissent, parce que la société civile, c'est elle en fait qui est la bonne conscience, en fait la conscience de ce peuple, et donc c'est avec la société civile que les choses avancent, mais il faut bien qu'il y ait une traduction officielle au nom de l'État qui représente l'ensemble de la collectivité. Ça, on ne peut pas y échapper. Donc, les outils internationaux, il y en a. Il y a des instruments des Nations Unies qui sont d'abord le rapporteur spécial, qui est un outil très efficace, le rapporteur spécial pour chargé d'examiner les effets de la dette extérieure et des obligations financières internationales. Je ne vais pas lire tout cet instrument-là. Il y a au moins 2 autres résolutions sur les effets de la dette extérieure et les obligations financières internationales sur l'exercice des droits économiques et sociaux. Et ces outils peuvent être sollicités justement pour revendiquer nos droits. Moi, jusque-là, je n'arrive pas à comprendre que nos États, que nos gouvernements n'aient jamais pensé à les utiliser, alors que c'est des outils qui existent, pour revendiquer la restitution des droits. Je voulais aussi parler de ce qui s'est passé hier. Hier,
le groupe africain et le groupe arabe ont présenté ensemble cette résolution qui a été adoptée à la majorité, bien sûr, sur les effets négatifs du non-rapatriement des fonds d'origine illicite dans les pays d'origine, sur la jouissance des droits de l'homme et l'importance d'une amélioration de la coopération internationale. À titre d'information, la France a voté contre. Et pourquoi? Parce que nous, en Tunisie, on a fait une révolution. Et ça fait 10 ans qu'on l'a faite, cette révolution. Et depuis 10 ans qu'on essaye de récupérer les biens mal acquis qui se trouvent en dehors de la Tunisie, de cette élite corrompue qui a capté toutes les ressources du pays et qui les a mis dans des comptes numérotés ou dans des biens immobiliers. Et l'Europe et la France notamment, ils connaissent tous ces éléments-là. Mais rien n'est fait pour aider la Tunisie à les restituer. À chaque fois, on demande à la Tunisie, allez, faites la preuve de l'origine illicite de ces biens. Et vous savez que les corrompus, ce sont des gens assez riches. Et quand on est riche, on a d'excellents avocats qui savent coudre finement les procédures de corruption et d'évasion fiscale, etc. Et par conséquent, le fait qu'aujourd'hui, on puisse disposer d'un instrument des Nations Unies qui va outrepasser ces obstacles qui font que l'argent de la Tunisie est dans les comptes européens et que nous en manquons douloureusement aujourd'hui parce qu'il y a des risques d'échec de la démocratie tunisienne qui viennent du fait que la Tunisie aujourd'hui a court de ressources et que ces biens sont dans ces pays anciennement colonisateurs et qui refusent de les restituer sous prétexte qu'il faut en prouver l'origine illicite. Donc, moi, je dis que si nous arrivons à utiliser ces instruments, il y a des outils efficaces qu'on peut solliciter et arriver à quelque chose. Un dernier point, le mémorandum envoyé à la France par l'instance Vérité Dignité a été reçu par silence radio. Il n'existe pas. Alors, il y a un bon moyen de vous lier, c'est de vous ignorer et d'ignorer la demande. Ouais. Ok. Donc, le moment de la discussion, normalement, est censé se poursuivre par des questions, mais donc, notre public n'a pour l'instant pas posé de questions. Donc là, je vous le dis, si vous êtes timide et que vous attendez qu'on interrompt un peu la discussion entre nous. Donc voilà, donc le question et réponse, c'est le moment de le faire maintenant. Et peut-être en attendant que vous formuliez votre question, j'en ai du coup une autre à vous poser et qui renvoie à ce que tu as dit, Siham, sur le fait qu'en France, donc la manière dont le passé colonial est traité par l'État passe par l'idée d'une mission. Donc on demande à tel historien, on demande à telle personnalité de rédiger un rapport, etc. Ce qui, de fait, ne correspond pas à la notion d'indépendance, c'est-à-dire l'idée d'une indépendance, d'une institution qui pose la question des réparations en dehors de l'influence de l'État. Et donc, je ne sais pas si cette question, vous y avez déjà réfléchi, mais est-ce qu'un des enjeux pour le futur, ce ne serait pas de la mise en place de ce type de commission, vérité, réconciliation, je ne sais pas quel le terme il faudrait utiliser, et qui aurait un véritable discours indépendant sur le passé colonial français et sur les réparations. Je ne sais pas qui est-ce qui veut répondre. Je pense… Oui. Pardon. Ouais. Fania avait levé la main. Oui, allez, Bolly. Oui, en fait, je pense que poser la question en termes de commission indépendante, etc., je pense pas que ce soit la solution parce que je pense qu'il faut embrasser le fait que cette demande de réparation se situe dans un positionnement politique idéologique qui est contre une idéologie dominante et contre un fait historique politique de domination. Donc, je pense que si on le frame, l'encadre autour de commissions indépendantes, qu'on va leur demander la neutralité, pas la neutralité, et qu'on va rentrer dans les débats parce que sur les débats idéologiques,
la France gagne toujours. C'est-à-dire, dans la malhonnêteté idéologique, elle va quand même gagner. C'est-à-dire qu'ils sont forts, ils sont extrêmement forts, extrêmement forts. Donc, le mieux, on ne peut pas perdre si on ne joue pas. Donc, on ne va pas jouer à est-ce que c'est neutre, est-ce que c'est indépendant, qui est-ce qu'il y a, est-ce que la personne qui est là, elle a eu déjà des accointances avec telle ou telle organisation, est-ce qu'un jour, elle a publié un truc qui disait antiracisme politique, est-ce que c'est un indigéniste, un racialiste, est-ce qu'ils vont en vacances au Maroc, au Sénégal, on ne sait pas. Donc, on va aller dans des débats de personnes, de machin. Donc, autant embrasser idéologiquement son opposition en disant ceci est un groupe pour un projet politique qui porte la notion de réparation, de justice transformative au niveau d'État-nation ou d'individus contre un contre-projet qui est la continuation et la postérité du colonialisme et des répercussions de la colonialité, mais aussi de l'esclavage, et rappeler que les propriétaires d'esclaves en Guadeloupe et en Martinique, ils ont été compensés comme une assurance par l'argent de l'État. Et cette compensation a permis que, comme dirait Cazet dans un de ses sons, que les anciens tortionnaires sont devenus les nouveaux employeurs. Donc, je pense qu'il faut embrasser la non-neutralité et embrasser un combat politique qui peut se mener, comme dirait Wadler Rodney, en guerrilla intellectualism, un combat politique idéologique mené parfois par des intellectuels, des académiques, des militants, mais qui est un combat politique pour un changement de rapport de force et pour gagner l'hégémonie, sait-on jamais. Amaboula, tu voulais réagir aussi? Oui, je voulais juste dire un mot, ça sera très bref. Je voulais juste rappeler que la question des réparations, elle a déjà été creusée, elle est déjà travaillée par des organisations telles que le MIR, par exemple, le Mouvement international des réparations. Donc, ça fait au moins une quinzaine d'années qu'il y a des travaux qui sont produits, qu'il y a des conversations qui sont menées et qui sont très largement ignorées. On peut même, depuis la France hexagonale, avoir plus de connaissances ou un accès plus grand au mouvement comment dire, pour les réparations qui a émané du CARICOM, par exemple, alors que même en France, on a des choses qui ont été produites et qui sont systématiquement ignorées, en fait. On a de quoi faire, c'est juste que ça n'intéresse personne. Si vraiment on voulait se poser la question, on pourrait facilement identifier des personnes qui travaillent sur ces questions. Et même au-delà des militants et des activistes, il y a aussi des chercheurs. Je pense que, par exemple, Magali Besson fait partie d'un groupe de recherche sur la question qui s'appelle Repairs, donc réparation au pluriel, et qui est ancrée au CNRS. Donc même au niveau des chercheurs, ça c'est plus récent. Il y a des équipes qui travaillent sur cette question. Il y a plein de choses. C'est, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Quels outils, quels financements, quels moyens on leur donne, et quelle est l'importance qu'on donne à cette question. La question des réparations, elle avait été aussi posée au moment de la loi Taubira Delanon, et c'est vraiment un article de la loi qui a été retiré de la version finale de cette loi. Mais la question des réparations, elle était posée dans la version originale de cette loi. Et la condition pour qu'elle soit acceptée à l'unanimité, comme on aime bien le dire en France, c'est que l'article sur les réparations soit retiré. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Ok. Donc, il y a une question de Lina. Donc, je suppose que c'est son prénom. Donc, pour Siham. Je ne sais pas si tu vois les questions, Siham, ou je te la pose. Oui, pose, parce que je ne vois rien du tout. Ok, je sais pas où il donc, faut trouver, donc pourriez-vous, s'il vous plaît, citer à nouveau et lentement les différents outils qui existent et qui, selon vous, permettent de contourner la demande de la preuve de la mauvaise acquisition des biens faite par les anciens États coloniaux? Merci. Je dois citer le texte de la résolution, c'est ça? C'est ce que tu lisais par rapport au C'est une résolution des Nations Unies, je fais comme ça. Est-ce que vous arrivez à voir? On va pas voir je la mettrai en lien si vous voulez. Donc, c'est une résolution sur les effets négatifs du non-rapatriement des fonds d'origine illicite dans les pays d'origine sur la jouissance des droits de l'homme et l'importance d'une relation de la coopération internationale. C'est la référence, c'est HRC 46 L14. Mais si tu me permets, Abdelali, je voudrais aussi réagir à la question que tu as posée. C'est que vous savez, quand on est dans la société civile, et moi je viens de la société civile, ou dans le milieu universitaire, de la réflexion,
L'objectif, c'est de traduire ces idées dans des actes. Et le fait que ce soit des politiques publiques, il faut que ce soit une institution de l'État, mais indépendante et non pas instrumentalisée. La table ronde qui nous précédait, que j'ai suivie, il y a eu une intervention de, je crois, Elisa, qui parlait de la commission au sein du Parlement belge. C'est Oui, déjà donc ça, un pas. sur le passé colonial. Ouais. Voilà, sur le passé. Qui Si n'est la pas même indépendante. commission, Ouais. voilà, si la même commission, nous, les anciens colonisés de la France, on demande la même chose à la France et que les Français qui partagent nos avis poussent dans cette direction, l'intérêt, c'est qu'on va avoir une institution de l'État qui va aboutir à des obligations de l'État, pas à simplement des idées qu'on défend. Les idées qu'on défend, on aimerait les voir en pratique. Et le fait qu'aujourd'hui, on parle de réparation de ce passé colonial, c'est parce que nous vivons aujourd'hui des séquelles de ce passé et que notre avenir est hypothéqué à cause de ce lien qui est encore là, qui n'est pas parti. Et donc, c'est pour cette raison que nous souhaitons qu'il y ait en arabe, on dit fakl tibat, la libération des liens. Je ne sais pas comment le traduire en français, mais on aimerait bien aussi être réellement indépendants. Nous ne le sommes pas. Ouais. Donc, il y a une autre question donc de spectateurs anonymes. Qu'est-ce que cela impliquerait politiquement pour la France de réparer Haïti? Craint-elle une sorte de jurisprudence par rapport à ses autres anciennes colonies? Je suppose que c'est une question pour Fania. Mais... Je pense que ça, c'est plus dans le débat idéologique. Vous savez que la France a beaucoup de principes idéologiques, et ça fait maintenant plus de 2 siècles, ils n'ont toujours pas avalé cette défaite. Ça reste coincé parce que c'était une défaite militaire, donc ça reste coincé. Et que, je ne sais pas si vous avez vu, mais il n'y a pas énormément de demandes de la part du gouvernement haïtien ou de l'État haïtien de réparation symbolique. Il y a eu des demandes de réparation pécuniaire, mais il y a des demandes aussi sur le plan historique, mais il y a moins de demandes en termes d'autonomie et d'indépendance parce que la géographie, l'histoire d'Haïti, le fait qu'on soit insulaire fait qu'on est dans des situations beaucoup moins, comment elle disait, entanglement, comme dirait la femme de Will Smith, que des pays plus proches d'Afrique. Donc, je pense que la situation de réparation, c'est rendre l'argent, et rendre l'argent revalorisé, c'est assez important, et le rendre sans condition. Après, pour ce qui est idéologique, historique et autres, je pense que ce serait prêter une sorte de hauteur morale à un État qui s'est construit historiquement en dehors de toute hauteur morale. Donc, ce qui est possible de récupérer, c'est l'argent. Le reste, je pense que c'est plus difficile. Ouais. Si je peux me permettre, on peut aussi se rappeler qu'en 2004, il y a eu un rapport qui a été rédigé sur la question des réparations financières, et là vraiment strictement financières, sur la base des sommes versées par Haïti tout au long du 19e siècle. Et ce rapport n'a rien donné, mais en tout cas, il a été rédigé, il était piloté par Régis Debray, je crois. Et là, on parle de 2004. On a eu le temps de réfléchir à cette question, ça fait presque 20 ans. C'est clair. Il y a une autre question, sauf s'il y a une autre intervention par rapport à ça. L'effet jurisprudence par rapport aux anciennes colonies. Mais je pourrais, ça va faire écho. Si vous permettez. Mais tu peux poser la ça va. Vas-y, Nordine. Vas-y. Moi, ce qui me semblait aussi important de souligner, c'est que il ne faut pas sous-estimer, je pense, même si on a cette forte conviction que les outils ne sont pas en notre faveur, toute la dimension processuelle de la bataille juridique. Et je pense que ce qui est bien avec la loi et le droit, c'est que c'est quelque chose qui est soumis à, comment dire ça, à l'épreuve exégétique. Et donc, il peut toujours en sortir quelque chose. C'est-à-dire, je suis convaincu que c'est une manière aussi par
par à-coup de faire progresser justement l'idéologie, le débat, même si les premiers verdicts ne sont pas forcément en faveur de cette question de la réparation. Donc, ce que je veux dire, c'est que toute cette dimension du contradictoire par le droit, c'est quelque chose qui peut aussi jouer en faveur de cette question de la réparation. Et pour avoir travaillé sur cette question juridique, mais de nationalité, même au XIXe siècle, on voit très bien que la loi, elle ouvre toujours un conflit des interprétations qui déborde le cadre même prévu par le législateur. Donc, je pense que le petit procès, ce n'est pas quelque chose de négligeable, même si les verdicts ne sont pas rendus forcément en faveur des personnes qui demandent réparation. Siem, tu voulais rebondir? Juste un mot sur l'effet de contamination. Oui, il existe. Il existe parce que moi, j'ai entendu ce son de cloche. Si on va vous réparer à vous, les Tunisiens, il y a la Centrafrique qui va demander la même chose, il y a l'Algérie qui va demander la même chose, il y a les Marocains, il y a les Camerounais et tout le reste. Tout le monde va demander. Et donc, oui, il y a un effet. Mais moi, je pense que s'il existe une commission vérité-réparation en France, elle peut aussi réfléchir sur les moyens de réparer, en commencer par l'annulation de la dette bilatérale. Vous savez qu'en Tunisie, nous sommes encore à payer le service de la dette que nous avons contracté depuis l'indépendance. Nous sommes encore là. Et il n'y a aucune raison qu'on passe notre vie à ce que les Tunisiens travaillent pour le bien-être des Français. Au moins, à ce niveau-là, ils peuvent annuler la dette parce que c'est une dette illégitime au regard des résolutions des Nations Unies. Les textes sont clairs et je ne comprends pas pourquoi on les applique pas. À travers l'histoire et le monde, il y a des exemples de réparation, parfois du fait d'États-nations qui ont versé, par exemple, des sommes à des individus ou à des États. Au-delà de la France, par exemple, je pense aux réparations versées aux Japonais américains pendant la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui ont été déplacés souvent de la côte ouest, en tout cas de la Californie et toutes ces régions, et qui, accusés de pactiser ou potentiellement, en tout cas pactiser avec le Japon ennemi, ont été spoliés de leurs biens, de leur commerce. Souvent, il y avait la question de la rivalité économique avec les populations américaines blanches de la période, et il y a eu des réparations versées par les États-Unis, puisque cet internement et ce déplacement des Japonais américains avait été validé notamment par la Cour suprême des États-Unis. Donc, dans les années 1980, il y a eu des sommes versées aux descendants ou aux survivants de ces populations. On peut penser à des familles juives françaises qui ont été, donc pas au nom de l'État, je pense, mais des particuliers qui ont reçu réparation après la Deuxième Guerre mondiale du fait de la spoliation de leurs droits. On peut aussi prendre le cas majeur de l'Allemagne, qui a versé des réparations notamment financières à l'État d'Israël après la Deuxième Guerre mondiale. Donc des réparations, ça se verse. Et on sait qu'à chaque conflit, par exemple, si même on prend le cas de l'Allemagne et de la France, à chaque conflit avec le droit de guerre, le vaincu doit verser réparation aux vainqueurs. Donc l'exemple de la Première Guerre mondiale, par exemple, qui explique d'ailleurs la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a payé des réparations à la France. Et la France, apparemment, aurait demandé trop de réparations, ce qui aurait nourri la rancœur nationale allemande. Donc des réparations, ça se verse. Et ça s'est déjà versé à des États comme à des communautés particulières ou à des individus. Ok, il y a une autre question de Régnier Niskens. Donc, réparation égale révolution totale, utopie, point d'interrogation. Ou alors, tactique pour renvoyer toute réelle solution à un futur indéfini. Ne serait-il pas plus réaliste de travailler sur des formules de solutions à terme réalistes? Donc, là, il y a un réaliste parmi nous. Du coup, ça renvoie à la question qu'on évoquait tout à l'heure de la révolution. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'entre vous veut répondre? J'ai été claire tout à l'heure quand je disais quand j'ai dit que cette envie, enfin cette nécessité de révolution, c'est-à-dire cette nécessité de radicalité, de profondeur, de changement fondamental
de l'agencement du monde ne me faisait aucunement refuser toutes les étapes intermédiaires. Donc, l'utopie n'est pas une stratégie. L'utopie est une nécessité, c'est-à-dire que tout à l'heure, je pense que ça a été mentionné et par Noureddine et par Fania, la nécessité de refaçonner les imaginaires. Il y a ce côté qui peut paraître abstrait et comment dire, relevé de l'utopie, mais qui est nécessaire pour envisager, pour pouvoir construire quoi que ce soit. Il faut cette dose d'utopie pour mettre en branle les choses. Il faut rêver avant de concrétiser. Donc non, enfin, l'utopie, c'est pas une stratégie, c'est juste que je m'aperçois très bien de la complexité du sujet et qu'à terme, s'il y a réelle, totale, fondamentale réparation, ça voudra dire tout simplement que le monde aura changé. Donc toutes les réformes intermédiaires sont les bienvenues. Mais on sait très bien que réforme après réforme, toutes ces réformes les unes après l'autre ne nous rappelleront que l'ampleur du chemin qu'il reste à parcourir. C'est tout ce que je voulais dire. Ouais. Et aussi, Abdel, j'aimerais ajouter que je pense que, contrairement à ce qu'on pense, l'utopie, c'est une des conditions nécessaires pour la mobilisation politique. C'est-à-dire même nos adversaires, ils ont une utopie. On vit actuellement dans une sorte d'utopie néolibérale qui a été pensée à la fin des années 50, de la transformation du capitalisme où l'État porte les intérêts de la bourgeoisie capitale. Donc on vit dans leur utopie, ça a été pensé, mis en place, couche après couche de réformes successives structurelles, et on s'approche presque de la réalisation. Donc nous aussi, on a besoin de ça, et l'utopie n'est rien d'autre que le fait que ce n'est pas possible actuellement dans les conditions matérielles, économiques, sociales et politiques. Donc, penser l'utopie nous permet de penser les conditions matérielles, politiques et économiques dans lesquelles nous sommes, qu'on a besoin de changer pour venir à cet objectif. Et c'est très important, et c'est très important de répéter que la révolution n'est pas impossible ou trop irréaliste. C'est très réalisable, et la révolution arrive toujours quand on pense que c'était pas prévu. C'est jamais prévu. Enfin, historiquement, c'est jamais prévu, mais ça arrive souvent. Et voilà. Et le capitalisme n'a pas tant d'années que ça. Et il y a des gens il y a des systèmes beaucoup plus anciens qui sont tombés pour beaucoup moins que ça. Donc la révolution tunisienne, personne ne s'en était forcément aperçu, enfin, ne l'a pas prévu plutôt. Donc, Sihel, tu voulais justement rebondir par rapport à ça? Oui, parce qu'on s'est concentré sur l'indemnisation et on a réduit la réparation à l'indemnisation, ce qui n'est pas très juste à mon sens, parce qu'avant l'indemnisation, on a d'abord la reconnaissance du fait colonial, la reconnaissance des crimes, la reconnaissance de ce qui s'est passé. Et la reconnaissance, c'est d'abord un travail de vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ce travail-là, ça prend énormément de temps. Et donc, ça, c'est une partie de la réparation. Lorsque vous dites à quelqu'un, oui, effectivement, il est arrivé ceci et j'ai commis tel acte contre vous, c'est déjà énorme. C'est déjà une partie de la réparation. La deuxième partie, un autre aspect de la réparation, c'est la restitution. Nos archives en Tunisie, ils sont en France. Ils ne sont pas en Tunisie. Et les archives algériennes, ils sont en France. Et j'imagine que les archives du Sénégal sont en France, comme le Cameroun et tout le reste. Et donc, que la France nous donne nos archives, ça leur coûte quoi? Parce que ça, c'est notre mémoire, c'est notre histoire qu'on veut se réapproprier. Et puis enfin, il y a les excuses, parce que les excuses, c'est un acte réparateur. Il ne faut pas le négliger. Et les excuses, ça ne doit pas venir en premier, ça doit venir après la révélation de la vérité. Oui, il s'est passé ceci, cela, nous le reconnaissons et nous nous en excusons. Tout ça, c'est un processus qui va prendre du temps. Donc, en présentant l'handicap de l'indemnisation qui va fragiliser ou handicaper la France coloniale, pour que tout le reste, on ne le fait pas, moi, je ne suis pas d'accord. Et je ne suis pas sûre du tout que la France ne peut pas aussi indemniser, parce qu'il faut voir la réparation dans sa globalité et pas seulement dans le volet indemnisation. Ok. Il y a une autre question de Hana Hakiki qui est un peu compliquée. J'essaie de la résumer. Donc, comment peut-on résoudre la tension entre le rejet d'une idéologie dominante d'un côté et la question de la réparation
de l'autre, qui est fortement liée à celle de la compensation et à la question de l'État-nation d'un autre côté. Bon. Donc, en d'autres termes, est-ce que l'expression « on ne peut pas détruire la maison du maître avec les outils du maître » s'applique aux réparations? Donc, si je comprends bien, c'est est-ce que poser la question des réparations, ce n'est pas rentrer dans le cadre, voilà, des outils de l'État-nation et que finalement, et du droit capitaliste, et donc ce ne serait pas pertinent d'un point de vue révolutionnaire, si c'est dans cette perspective-là que Hannah se situe. Oui, Maboula? Alors, si j'ai bien compris la question qui a été posée, justement, la question des réparations ne fait pas du tout partie, en tout cas de l'arsenal discursif du groupe dominant. Ce n'est pas du tout la langue du maître, la réparation. La langue du maître, ça avait été, je sais pas, l'agression, la spoliation, la domination. La réparation, ce n'est pas l'outil du maître, justement. Donc, dans ma façon, en tout cas, de comprendre la question telle qu'elle a été posée, il n'y a pas de conflit. C'est pas parce que je pense qu'on peut envisager les choses de cette façon seulement si on restreint cette idée de la réparation à une réparation strictement financière et, encore une fois, j'insiste, qui ne remettrait pas en cause comment dire, la puissance économique des personnes ou des États-nations qui auraient été réparés. Il ne s'agit pas de verser des sommes à des gens ou à des pays ou à des États-nations qui n'arriveraient jamais à la hauteur financière de ceux qui leur ont donné l'argent, parce que là, on ne changerait rien. Donc, c'est seulement si on envisage la réparation juste comme un peu d'argent qu'on peut dire ça. Justement, la question des réparations, elle est révolutionnaire en ce qu'elle peut mettre en branle le réagencement, le réagencement du monde et le réagencement politique du monde. Et en cela, ce n'est pas du tout l'outil du maître, puisque c'est pour ça que le maître, pour reprendre les mots d'Audre Lorde qui ont été cités, c'est pour ça que le maître ne veut pas verser de réparation. Donc, ce n'est pas du tout sa langue. Ouais. Nordine, tu voulais rebondir? Oui, je suis tout à fait quand on pense réparation. Ce sont des dispositions d'avenir et qui concernent aussi peut-être et avant tout personnes qui seraient dominées, qui seraient assassinées pour faire en sorte qu'elles n'adviennent pas. Donc, ce n'est pas tant quelque chose qui réglerait le passé, mais c'est surtout pour modifier ce rapport du monde et pour éviter que finalement, il y ait encore une ligne de partage entre les bien-nés et les damnés. Il y a vraiment cette dimension-là utopique qu'il faut entièrement assumer. Ensuite, sur la question, je reviens qu'il n'y a pas de contradiction entre cette utopie-là de bouleversement de notre monde avec l'idée qu'il faut investir les instruments qui sont à notre disposition, parce que ce n'est pas nous qui les forgeons de manière. On n'a pas les moyens de le faire. Donc, je pense qu'il faut investir ces moyens et ces outils qui sont à notre disposition et en faire ce qu'on peut en faire. Donc, c'est la stratégie du pragmatisme à avoir. C'est dans cet investissement-là de la loi, comme je l'ai dit, même si elle joue contre nous. Okay. Il y a une autre question de M. Besson. Donc, je ne sais pas si c'est Magali Besson. Voilà. Ça doit être elle. Donc, qui dit, donc, dans la table ronde précédente, plusieurs personnes ont mentionné qu'en Europe, soit au niveau de l'UE, soit dans d'autres pays européens comme l'Allemagne, la Belgique, il y a en ce moment un changement notable. On commence à parler dans le sillage des mouvements BLM de racisme systémique ou structurel et à lier la question du legs de l'histoire esclavagiste et coloniale, y compris au niveau institutionnel. Et il me semble qu'en France, on est loin de ce type de reconnaissance. Qu'en pensez-vous? Et pourquoi cette exception française, n'est-ce pas? C'est le ghetto. Ça, c'est la réponse courte. La réponse courte, c'est « This is the ghetto ». Donc, comme dirait le GIF. Mais plus sérieusement, c'est parce que, en fait, il y a vraiment, je pense que pour les personnes qui font de l'histoire, de la sociologie, même si Adam Smith est un peu raciste, il avait trouvé quelque chose d'extrêmement juste entre la France et les Amériques sur cette question d'égalité de la République et de religion qui est en France, de la République, d'une sorte d'universalisme et d'idéologie. C'est-à-dire que
le pragmatisme américain, anglo-saxon, sur la question d'assimilation massive. Venez comme vous êtes, c'est McDo, si vous pouvez nous servir au renforcement de nos positions impérialistes, colonialistes, capitalistes, même si ils continuent, les États-Unis est un pays extrêmement raciste, mais avec une capacité d'englobation, comme on peut voir dans les pubs Nike. Donc, Nike étant ce qu'il est, mais fait des pubs avec plein de diversité, des mères enceintes, même s'ils ne payent pas les athlètes enceintes quand elles sont enceintes, mais ils font des pubs pour pour montrer qu'ils font ça. Alors qu'en France, il y a une crispation extrêmement forte sur la guerre idéologique. C'est-à-dire que même faire semblant, non, ça, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a une crispation tellement forte sur le fait, et en plus, cette crispation, je pense qu'elle est très caractérisée à gauche, et pour les gens qui pensent de gauche ou progressistes, mais aussi à droite pour d'autres raisons plus explicites de racisme. Mais la gauche française est imprégnée, parce qu'elle n'a pas fait le travail sur ça, est imprégnée, au fond, son logiciel, c'est le modèle civilisationniste de la colonisation. C'est-à-dire que ça reste dans l'ADN, c'est-à-dire que même les discours d'émancipation, tout discours d'émancipation, tendent à faire advenir tout le monde à cette idée de citoyen imaginaire, de progrès, et le progrès est représenté par les valeurs occidentales idéologiques. Donc, je pense que il y a des crispations idéologiques en France qui sont liées à des exploitations matérielles, de discrimination, mais il y en a certaines qui sont purement idéologiques, même si le fait de reconnaître quelque chose pourrait leur permettre, comme les Américains, comme Biden arrive à faire, reconnaître quelque chose lui permet de ne pas vraiment faire des choses matérielles, mais là, la crispation est tellement forte que même ça, c'est trop. C'est beaucoup trop. Et je pense qu'on arrive à un moment maintenant de cumulation. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un député qui a proposé une loi qui vise à pénaliser l'utilisation, par exemple, de l'écriture inclusive, et ce serait pénalisé à hauteur de 3 mois de prison ferme. Ouais, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Ghetto. Maboula, je dirais juste que je ne sais pas comment vraiment expliquer, et je pense que Fania vient de donner plusieurs éléments, mais c'est cet exceptionnalisme français qui, je ne sais pas, qui est pris, enfin en tout cas cette France qui est prise dans un déni, dans une dénégation, dans une sorte de schizophrénie, une schizophrénie notamment géographique, et ça reste inexplicable puisque l'Angleterre, enfin en tout cas la Grande-Bretagne aussi, est une île qui s'est déployée à travers le monde et qui aujourd'hui est encore à la tête du Commonwealth. Mais est-ce que la Grande-Bretagne a davantage conscience de ces outre-mer, ce qu'on appelle les outre-mer, alors qu'en France, il y a vraiment une sorte de scission très ferme, entre ce qui se passe en Europe, ce qui se passe dans l'Hexagone, mais vraiment l'Hexagone, c'est-à-dire même en excluant la Corse, alors qu'on se bat pour garder la Corse. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'impensé, racial, de l'impensé colonial, de l'impensé esclavagiste qui rend la France de plus en plus, je pense, ridicule même, qui est en train le poisson est vraiment, enfin le serpent est vraiment en train de se mordre la queue. Mais je pense qu'il y a quand même une hypocrisie entre cette idéologie française hexagonale et ce qu'est en train de faire la diplomatie française à travers le monde. L'exemple que je veux donner très rapidement, c'est que la diplomatie française a conscience du provincialisme intellectuel français, et de plus en plus invite des intellectuels notamment qui sont décriés dans l'Hexagone et les invite à l'étranger pour faire bonne figure. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe sans que cela soit su dans la France hexagonale. Donc, il y a quand même des niveaux de la France et du gouvernement français qui savent ce qu'il faut faire et quel corps il faut projeter à l'étranger. Mais il y a vraiment un provincialisme français qui
qui est ridicule et qui est en train de tuer la France à petit feu. Enfin, je veux dire, ce déni, cette dénégation, de toute façon, ils sont terminés et toute cette idéologie est en train de plus en plus de s'effriter, mais cause quand même une hostilité. Enfin, je veux dire, là, je parle à Abdelali qui est réfugié politique comment dire, à Bruxelles, je parle à Fania qui est réfugiée étudiante aux États-Unis. Voilà, je ne sais pas si Noureddine, tu étais basé en France ou pas, mais je sais que Siem, tu es en Tunisie. Enfin, c'est ridicule, c'est plus possible. Le but, c'est que plus personne n'ait à partir et puisse bénéficier d'un confort depuis la France voilà, pour étudier ces choses-là et pour agir. Je me permets de prendre la parole par rapport à cette question parce que le pays de la Grande-Bretagne, c'est très intéressant parce que c'est en 1999 que l'État britannique a reconnu dans un rapport officiel, donc le fameux rapport Macpherson, l'existence d'un racisme institutionnel dans la police. Et à la suite de ce rapport, donc il y a toute une série de mises en œuvre de politiques publiques pour lutter contre le racisme dans différentes institutions, et qui a fait que la Grande-Bretagne était en avance par rapport à l'Europe continentale sur cette question. Et si le rapport Macpherson a été possible en 1999, c'est parce qu'il y a une traduction institutionnelle des mobilisations antiracistes des années 60, 70, 80, qui ont poussé. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'en France, il n'y a pas de mouvement antiraciste. C'est qu'ils sont là, ils sont forts, mais ils sont attaqués dans tous les sens. Dans tous les sens. Dès qu'il y a une parole autonome, elle est stigmatisée. Voilà. Donc, des attaques qui sont d'une puissance très, très forte. Et ce qui fait que la traduction institutionnelle de l'idée même de racisme structurel ne s'est pas faite. Au contraire, parler de racisme structurel, c'est quasiment c'est un blasphème pour la République. Et tu as raison de nommer le rapport Macpherson de 1999, qui lui-même a été précédé par une série de rapports. Quand on pense au soulèvement urbain du début des années 80, il y avait déjà eu des rapports, donc une attention portée même par les autorités, par l'État, sur ce qui se passait dans les inner cities en Grande-Bretagne. Donc, si on commence dans les années 80, sachant que voilà, toute la Windbush Generation et tout ça, mais dans les années 80, il y avait ces rapports. Après, on arrive en 1999. Aujourd'hui, on est en 2021. Si on n'arrive pas en France à faire accepter par les autorités, par le gouvernement, ces niveaux d'analyse et ces questionnements, bien sûr qu'on ne s'en sortira pas. Et si on est prêt à mettre des gens en prison pour de l'écriture inclusive ou si on est prêt à censurer ne serait-ce que des rappeurs, enfin, on ne va pas s'en sortir. C'est même fou. C'est tellement absurde et c'est tellement dangereux. Et je ne vois même pas l'intérêt. Enfin, la France hexagonale va vite s'apercevoir du non-intérêt de ces façons de procéder, en fait. Je vais prendre une autre question donc de Benjamin Boireau, qui l'a écrit en anglais. Donc, je vais traduire vite fait. Donc, je suis étonné par les similarités du débat actuel avec le débat des années 50-60. Donc, les problèmes persistent sur la question de la souveraineté, de la justice, du paternalisme, de l'économie, etc. Et donc, il demande si les intervenants pouvaient réfléchir à la question du projet de décolonisation qui est émergé donc, il y a 70 ans après l'indépendance. Est-ce que la décolonisation doit être entendue dans une perspective de longue durée? Et si oui, est-ce que la décolonisation favorise les colons? Je n'ai pas bien compris la dernière partie de la question, mais de ce que je comprends, c'est que le lien entre ce qu'on appelle décoloniser maintenant, est-ce qu'il y a un lien et comment ce lien s'établit avec le projet de décolonisation des années 50-60? Ce qui est une grande question. Qui veut répondre? Je vais peut-être Nordine? essayer l'occasion de saluer Benjamin s'il me voit. Mais je pense que de ce qu'on entend, de ce qu'on a entendu par exemple ici en Algérie depuis le mouvement des marches, c'est qu'effectivement il y aurait une continuité et que l'indépendance du territoire n'a pas
n'a pas finalement été le tout qui permettait de régler cette question du passé. Pour nous-mêmes, ici en Algérie, mais aussi peut-être dans la relation à la France, mais pas que, et surtout pas que, et surtout dans la relation au monde. Donc, si on est amené à passer dans la longue durée, et ça fait écho à tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est cette question effectivement des idéologies qui sous-tendent encore ces projets de domination. Ça fait question aussi à cette question des imaginaires. Et je pense que oui, je pense personnellement, à mon avis, c'est que l'indépendance, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose d'essentiel qui a été réglé par les générations qui nous sont précédées, mais je ne pense pas qu'il faille les voir comme quelque chose qui aurait réglé la question du juste. Et je pense qu'effectivement, on est toujours là maintenant en train de penser ce qu'est une décolonisation du monde. Je pense qu'on en est encore là et je pense que c'est une lutte qui se gagne à l'usure parce que je pense que contrairement à ce que certains disent, ce n'est pas un identitarisme, je ne sais pas quel isme il faudrait utiliser d'ailleurs pour cela, mais c'est finalement un humanisme partagé pour tous et de tous. C'est là le véritable enjeu. Et cela ne pourrait se réaliser que dans cette question, de décolonisation. Alors, pour répondre rapidement, et je repasse la parole à Maboula, moi, je ne suis pas exilé, je suis un rapatrié en réalité. Donc, parce que j'ai décidé de revenir vivre en Algérie, parce qu'il me semblait que j'étais plus libre ici pour penser ma relation au passé et à l'histoire que ce que cela pouvait se faire et se dire en France. Donc, c'est un choix personnel et j'en assume les conséquences et les coûts. Et allez, je vais sortir cette petite formule-là, je ne sais pas si c'est un plaisir, mais disons que je suis un séparatiste heureux et joyeux. Voilà. C'est tant mieux, Noureddine. Je ne voulais pas t'inclure dans le désastre et la catastrophe générale. Je ne voulais pas présupposer de quoi que ce soit, mais tu ne fais qu'ajouter de l'eau à mon moulin. Donc, Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur cette question de décolonisation actuelle par rapport au phénomène de décolonisation des années 50, 60? Est-ce que l'une des questions, et moi je ne suis vraiment pas une spécialiste des décolonisations, voilà. Mais est-ce que les décolonisations, est-ce qu'elles ont eu lieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé? La question du néocolonialisme, la question de l'émancipation, de l'autonomie ou des indépendances entravées. Voilà, ce sont les questions qui continuent. Qu'est-ce que ça a voulu dire, pardon, voilà, d'octroyer un semblant davantage d'autonomie dans les années 50 et les années 60. On a bien vu que dans certains endroits, ça s'est passé de manière plus ou moins pacifique et dans d'autres endroits, ça s'est passé de manière très explosive. Donc, il y a quand même une tension autour de cette question de la décolonisation ici et dans les endroits où ça s'est passé de manière, on va dire, plus pacifique. Bah, qu'est-ce qui s'est vraiment déroulé? Est-ce qu'il y a vraiment eu indépendance? Et pour aller plus loin, l'existence même de ces États-nations, et là j'ai vraiment en tête le continent africain et pas un autre, mais l'existence même des États-nations nous renvoie à cette histoire coloniale. Donc peut-être, de quoi doit-on se sortir? Est-ce qu'il y a de l'espoir même de décolonisation réelle, complète, intégrale dans des frontières, à l'intérieur de frontières politiques qui sont datées historiquement et qui peut-être correspondent ou ne correspondent pas aux velléités des populations qui sont impliquées? Donc la question, elle est complexe. De toute évidence, la colonisation a morphé. Voilà, et continue de manière ou d'autres de manière diverse. C'est la technologie de la colonialité, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Voilà, quelques décennies après ces indépendances, bon ben, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne marche toujours pas et qui n'avait pas intérêt à marcher. On va prendre une dernière question, parce qu'on a là l'arrivée vers la fin, mais on peut dépasser un tout petit peu, d'après ce qu'on m'a dit. Donc, on va prendre la question de Malek Cher. Donc, merci beaucoup pour ces échanges passionnants. Est-ce que les réparations s'inscrivent nécessairement dans une demande, donc on s'adresse à l'État, ou, si j'ai bien compris Maboula, qui dit que cela s'organise et donc on se retrouve acteur de la réparation, et on ne demande pas, on reprend.
Du coup, je me demandais à qui s'adressent ces discours de la réparation en général. Est-ce qu'on peut imaginer une façon d'articuler le discours sur la réparation avec un autre mode d'adresse que celui qui cible des États ex-colonisateurs? Alors, Je pense si que… Ah, pardon. Pardon. Non, je Vas-y, voulais juste dire qu'il y a des mobilisations qui se concentrent, par exemple, Maboula parlait du MIR, qui se concentrent pas seulement sur l'État, se concentrent aussi sur les entreprises qui ont bénéficié, qui ont participé activement, qui ont construit leur fortune sur ça, qui ont été dédommagés. Donc, il n'y a pas que l'État est dans un mouvement de plus en plus d'autonomisation des banques, du système financier, d'entreprises de ça. C'est-à-dire que si on se focus, on se concentre que sur l'État, vu que ce qui appartient à l'État devient de plus en plus petit d'année en année, ce qui n'est pas privatisé, on laisse s'évader dans des paradis financiers ce qui a déjà été accumulé, ce qui a été décarcéralisé de l'État, qui a été enlevé des caisses de l'État pour construire les fortunes privatisées basées sur la collectivisation de l'exploitation. Donc, il n'y a pas que l'État qui est récipiendaire de ça. Il n'y a pas que les États ex-colonisateurs, mais il y a aussi un discours. Par exemple, je vois qu'il y a Hamzat dans l'audience. Bonjour Hamzat Boukari. Son organisation, la Ligue panafricaine Umoja, travaille aussi sur faire des pressions à l'intérieur des pays qui sont membres de l'Union africaine pour sortir de ces rapports de dépendance politique, de ces rapports de néocolonialisme, pour les pousser à prendre des positions contre ces États. C'est-à-dire que leurs intérêts subjectifs, les intérêts subjectifs des chefs d'État de certains pays africains qui sont liés à la France sont contre les intérêts de leur propre peuple et de leur propre nation. Donc, ce discours est adressé aux États ex-colonisateurs, aux entreprises qui ont basé leur fortune de ça, aux entrepreneurs privés comme en Guadeloupe et en Martinique, par exemple, qui possèdent en termes de terres, la réparation des terres, leur famille, et aussi il y a une adresse, mais il y a aussi une adresse aux personnes qui sont à la tête des États-nations ex-colonisés pour prendre en charge ce discours à un niveau étatique, prendre en charge sérieusement et non pas par des utilisations de chantage comme on a pu voir avec Muammar Kadhafi. Et juste pour ajouter quelques mots, donc voilà, on a rappelé la Ligue Umoja, on a rappelé le MIR, on pourrait rappeler les activités menées par le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires, à un moment, qui voulait attaquer la Caisse des dépôts. C'est réparation pour tout le monde, les États, les entreprises, les individus, c'est vraiment equal access, c'est réparation pour tout ce qui doit être, toutes les personnes ou toutes les entités, on va dire physiques ou morales, qui sont en mesure de réparer. Et ensuite, ce qui a été dit dans la question, c'est que bien sûr que quand on parle exclusivement des États, les États ne réparent pas d'eux-mêmes. Ils répondent à des demandes qui émanent de la société civile. Donc, il n'y a pas d'exemple d'État qui s'est dit ah ben là, on n'a pas très bien agi et du coup, on va rendre ceci ou cela. Et donc, la réparation, elle couvre plein de domaines. Les musées, par exemple, on pourrait parler de ça. Ce n'est pas que les États, c'est tous ceux qui ont bénéficié de ces systèmes de domination, d'extraction et de spoliation. Il y en a pour tout le monde. Merci beaucoup. On pourrait continuer la discussion encore pendant longtemps, mais malheureusement, on doit interrompre. Donc, je vous remercie pour vos interventions qui étaient vraiment passionnantes et j'espère que le public a apprécié, qui étaient nombreux en plus. Donc, ça fait plaisir. Je te laisse la parole, Liliane, pour présenter, pour annoncer ce qui va se faire après ou dans les autres jours, peut-être. Oui, d'abord, un très, très grand merci pour vraiment ces discussions qui étaient passionnantes et qui permettent à des publics qui ne sont pas nécessairement connaisseurs des dynamiques relatives au passé colonial de la France de mieux comprendre les enjeux.
Et donc, du coup, vraiment un grand merci. Et demain, nous continuons avec 2 autres tables rondes qui auront lieu successivement, mais pas en même temps. Donc, une première à 14h sur la gestion du passé colonial en Belgique, et on va beaucoup parler de cette commission qui a été mise en place récemment, et l'après-midi, vers 16h, on va parler du contexte de l'Allemagne. Donc, un très, très grand merci à vous. Et au plaisir de vous retrouver pour d'autres collaborations, d'autres échanges. Merci. Merci à vous. Merci. À bientôt. J'espère à bientôt en Merci. physique, Oui, Merci. à distance. les exilés, là, les réfugiés politiques du monde entier. Merci. Bon courage avec le confinement. Merci. Ciao.